Chers amis, comme je le disais ce matin au cours de la messe, je suis très heureux de vous retrouver. Je crois que ça fait une petite vingtaine d'années que je n'avais pas eu l'occasion de dire la messe à Sion, et c'est toujours une joie, un plaisir que de retrouver des visages connus. La conférence de cet après-midi porte, comme on vous l'a annoncé, sur cette notion, est-ce qu'il faut dire notion, cette théorie, est-ce qu'il faut dire théorie? Moi j'aurais tendance à dire, bien sûr, cette idéologie du gender en anglais, du genre en français. Idéologie, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un plaquage, si vous voulez, c'est véritablement le contraire de la démarche naturelle de l'esprit humain, qui consiste à tirer ou à abstraire du réel une idée, mais qui est en rapport avec la réalité. Et là, il s'agit de plaquer une idée déconnectée du réel et de plier le réel à cette idée. Ça se voit, alors ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais ça se voit déjà au niveau des mots, au niveau du vocabulaire. Mais cette conférence donc était prévue il y a quelques mois déjà, trouve un certain écho aujourd'hui, puisque, comme moi, vous l'avez appris, il y a une action de carême qui porte justement sur cette théorie. Là, on va pouvoir cerner d'un petit peu plus près, de façon un petit peu plus facile, la démarche intellectuelle bizarre, il faut l'avouer, des concepteurs de cette théorie ou de cette idéologie. On travaille au niveau des mots. C'est vrai que souvent, nous avons l'impression que les mots sont un petit peu interchangeables. Nous voyons souvent les mots comme synonymes. On peut dire une chose, on peut dire la même chose avec un autre mot. C'est vrai parfois, il y a de vrais synonymes. Mais souvent aussi, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on glisse subtilement d'une notion à une autre. Et il faut savoir qu'un mot n'est pas quelque chose que l'on peut manipuler, c'est pas quelque chose de caoutchouteux. Le mot, ça n'est pas quelque chose à géométrie variable. Ça doit, en principe, rendre compte d'une idée. Il y a le mot juste, qui rend compte d'une idée claire, qui correspond à une réalité vraie. Et là, vous avez donc ces trois éléments que je vous demande d'avoir très précisément à l'esprit pendant toute la conférence. C'est la démarche naturelle de l'esprit humain. Nous avons la réalité, nous avons une idée, et nous avons le mot qui exprime cette idée qui elle-même, donc, est tirée de la chose, de la réalité. Là, vous êtes dans une connaissance réaliste, en phase avec la réalité, en adéquation avec le réel, donc dans une connaissance vraie. L'idéologie, c'est lorsque c'est déconnecté, lorsque ça n'est plus en rapport. Là, vous comprenez que si je commence déjà à jouer sur les mots, je vais peut-être rendre les idées moins claires, un peu plus floues, et le rapport au réel beaucoup moins précis. Peut-être même vais-je arriver à employer des mots qui vont exprimer des idées qui ne correspondent plus à la réalité. C'est là qu'on cerne un petit peu cette notion d'idéologie. Il est évident que la démarche naturelle de l'esprit humain, vous voyez, la réalité, l'idée tirée de cette réalité et le mot qui exprime cette idée, le mot juste, vous voyez bien que cette démarche est une démarche qu'on peut qualifier de humble. Parce que l'esprit humain est à l'écoute de la réalité. Il est informé par la réalité. Cet esprit n'a pas l'ambition, la prétention, l'orgueil, l'outrecuidance
de vouloir plaquer ces conceptions au réel, faire en sorte que le réel, la réalité, se plie de façon plastique à cette vision des choses parfaitement subjective. Les philosophes appellent ça la révolution copernicienne parce que ça date de Kant. On n'est plus à l'écoute, à l'école de la réalité. Non, le réel doit être soumis à cette conception. Vous avez un Belge, Marcel de Corte, un philosophe thomiste du XXe siècle, qui va me permettre d'entrer dans le vif du sujet en établissant un lien entre la connaissance, l'usage des mots, du mot juste, le mot genre, le mot gender, et l'usage d'expressions comme identité sexuelle, comme orientation sexuelle. Ces mots expriment des idées qui sont ou qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Marcel de Corte montre que la question qui nous préoccupe là, les idées, c'est très 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 proche des choses de la vie. Il va être question évidemment des choses de la vie, puisque nous allons parler justement de la reproduction. Nous allons parler de la transmission de la vie, de l'union de l'homme, de la femme. C'est la même chose sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, vous avez, je vous le disais, la réalité et vous avez l'intelligence. Il faut que l'intelligence soit informée, mais on peut employer le terme exact, il faut que l'intelligence soit fécondée par le réel, pour que puisse se produire ce que l'on appelle un concept. C'est le même mot, concept, idée. Si je ne me laisse pas féconder par la réalité, si ça n'est pas le réel qui m'informe, je ne peux pas dire que je fabrique au sens strict, exact, réaliste, véridique, que je fabrique un concept. Je me fais peut-être une idée déconnectée du réel, puisque le réel n'intervient pas, puisque le réel ne féconde pas, le réel n'informe pas. Je me fais une idée. On peut dire aujourd'hui, je vis dans le virtuel, je me fais mon cinéma. Si vous voulez vraiment une image médicale, c'est peut-être une grossesse nerveuse, mais ça n'est pas un concept. Ça n'est pas le fruit des noces de l'intelligence et du réel, c'est la définition que donne Marcel de Corte du concept. Ce préambule philosophique étant fait, maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. Le mot que nous allons étudier, et vous pouvez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut passer une après-midi à étudier un mot? Gender, genre. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'utilisation qu'on en fait. Déjà, comment est-ce qu'il est fabriqué? Et ensuite, à quelle fin? C'est une machine de guerre, il ne faut pas le nier. Il y a des mots qui tuent. Ce serait d'une grande illusion, une grande candeur de notre part que de croire que les mots sont des petites choses agréables qui chatouillent nos oreilles. Il y a des mots qui peuvent tuer. Et c'est ce que nous essaierons de voir. Prenons, alors pour ne pas les faire parler, mais pour s'inspirer vraiment de ce qu'ils ont écrit, là j'ai sous les yeux la documentation qui est à votre disposition sur la table non loin des pétitions. Vous avez Info Campagne. Au départ, donc une action de carême, le partage, l'égalité. On est là dans un registre que l'on voit à peu près. On y est habitué. Le carême, apprendre à donner, apprendre à ne pas garder égoïstement, apprendre à partager. Et puis on va glisser petit à petit pour arriver au genre, au gender. Au début, on vous dit, c'est ça, il faut plus d'égalité pour moins de faim. Donc des slogans, des formules un petit peu choc. Et
on vous explique que il y a des gens qui souffrent de la faim parce qu'ils souffrent de l'inégalité. Ils ne sont pas à égalité, ils n'ont pas autant, si vous voulez, de chance que les autres. Et on vous explique que tout ça repose justement sur ces différences sexuelles, parce que la partie de la population la moins favorisée, c'est la population féminine. Celle qui est marquée par cette identité sexuelle, elles sont des femmes. Donc il faudrait gommer cette distinction, cette bipartition, faire en sorte que ça ne soit pas l'occasion de favoriser des inégalités qui font que les gens ont plus faim, et en particulier les femmes. Vous apercevez là qu'on est, enfin, le terme un petit peu savant, ce serait des registres sémantiques, c'est-à-dire qu'on est dans un vocabulaire qui petit à petit glisse. Au départ, bien évidemment, on est dans le registre normal, le partage à l'occasion du carême. Mais ensuite, on vous donne l'explication du fait que les biens ne soient pas si également partagés. Et on vous dit qui et pourquoi ne bénéficie pas d'eux. Vous remplissez les pointillés. Et là, on peut vous introduire cette notion du genre. Alors, je vais lire avec vous pour que vous voyez que, encore une fois, on ne fait pas un procès d'intention, mais qu'on est au ras du texte, exprès, et qu'on essaye de voir comment cette entreprise subversive, effectivement, c'est une subversion au niveau du vocabulaire, mais derrière le vocabulaire, il y a encore une fois des réalités. Et au fond, si vous voulez bien comprendre très rapidement les choses, on peut se dire, si j'arrive à changer les mots, j'arriverai peut-être aussi à changer la réalité. Si j'arrive à changer l'expression des idées qui doivent être le reflet de la réalité, peut-être que j'arriverai à. Est-ce qu'ils y réussissent? Ce sera à vous de le dire au cours de cette conférence. Voici par exemple donc à la page 8 là, de la documentation qu'on vous a photocopiée, que vous pouvez vous procurer, on essaye de bien vous dire que, contrairement au terme de sexe, qui évoque des différences biologiques, le genre désigne les rôles et les concepts identitaires acquis, issus du contexte social et culturel que l'on attribue au caractère féminin et au caractère masculin. Ces concepts normatifs et ces rôles figés tirent leur origine de l'organisation sociale, économique, religieuse, juridique et politique de la société. Pour faire court, ça veut donc dire qu'il y a une réalité biologique et puis qu'il y a un conditionnement culturel, sociologique. Et qu'il ne faut pas accepter ce conditionnement. Parce qu'au fond, la notion de femme ou d'homme est fabriquée par la société. Mais ça ne repose pas sur la réalité, ça n'est pas en phase avec la réalité. Donc ça veut dire qu'on va essayer de montrer là que c'est un artifice, si vous voulez. Si on employait le vocabulaire marxiste, on pourrait dire que c'est une superstructure idéologique et qu'il y a une autre réalité qui, elle, est une infrastructure autre. Et vous vous dites, mais est-ce que ça n'est pas un abus que d'utiliser là une référence à cette philosophie, cette idéologie qu'est le marxisme? Est-ce que là aussi on ne glisse pas? Non, je ne crois pas. Parce que de fait, la notion de genre et de gender repose sur une conception du rapport entre l'homme et la femme qui, sur le type de la lutte, comme il y a la lutte des classes, un rapport de type conflictuel. On ne voit pas la complémentarité de l'homme et de la femme, mais plutôt une rivalité.
Et on dira que le sexe féminin est humilié. Si vous voulez remonter un petit peu en amont de la philosophie marxiste, vous savez que ça s'apparente au système hegelien, on verrait là la dialectique du dominant et du dominé, du maître et de l'esclave. Et que la condition féminine est considérée comme une condition de servage. Et toute une partie du féminisme des années 60, d'origine anglo-saxonne en particulier, repose sur cette idée-là, qu'il faut revendiquer. Et la revendiquer tous azimuts, revendiquer sur le plan économique, la liberté économique, sur le plan sexuel, arriver à avoir la libre disposition de son corps. Parce que la maternité est considérée non pas du tout comme une forme d'épanouissement ou de plénitude pour la femme, mais comme une forme d'esclavage, puisque l'homme n'en porte quasiment aucune conséquence et qu'elle est là dominée, donc sans libérer. Donc on est aux antipodes, bien évidemment, de la conception traditionnelle de la famille. Je reviens donc à cette distinction qui est opérée. Si on voulait faire court, on pourrait dire là aussi une distinction entre nature et culture. Au fond, il y a la nature, la réalité, et puis il y a la fabrication idéologique, culturelle, le conditionnement sociologique. Je vais faire un autre rapprochement avec un autre maître du soupçon. Vous connaissez les 3 maîtres du soupçon qu'on trouve dans l'ouvrage de Sarraute, L'ère du soupçon, Nietzsche, Freud, Marx. Alors j'ai parlé de Marx, parlons de Freud. Pour Freud, vous avez le surmoi collectif, c'est-à-dire la morale, ce que nous imposent les prêtres, les religieuses, les policiers, par ordre croissant d'intérêt. C'est-à-dire que la morale n'est pas quelque chose de naturel. La morale, ça n'est pas quelque chose qui permet à la nature de se réaliser pleinement. Et si je viole cette nature, si je vais contre les lois de la nature, évidemment, je la nie, et la niant, je ne peux que l'abîmer. Non, non, non. Par exemple, les 10 commandements, le décalogue qui nous rappelle justement cette loi naturelle, sont considérés comme des superstructures, des idéologies, le surmoi collectif, c'est-à-dire quelque chose d'artificiel qui est plaqué, qui est là, imposé. Et pour Freud, d'ailleurs, le surmoi collectif peut engendrer des névroses parce que les pulsions sont refoulées et on ne peut pas s'épanouir, les pulsions ne pulsent pas assez fort, elles n'arrivent pas à se satisfaire, l'inceste est interdit. Alors ça ne va pas. Parce qu'il y a le surmoi collectif, parce qu'il y a ce conditionnement. Comprenez bien, encore une fois, la chose la plus importante, c'est que pour cette façon de penser, ce qui est culturel, ce qui est social, est quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient brimer, comprimer, refouler la liberté, cette aspiration à la liberté. Je disais donc chez Marx superstructure, je dis chez Freud surmoi collectif. Nous dirions, mais nous avons une nature, et cette nature a des lois. Et si nous ne respectons pas ces lois, si nous allons contre ces lois, nous allons contre notre nature. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Si on est logique dans ce système de pensée, il faut non seulement dire que la culture est imposée de l'extérieur, mais il faut en revenir à cette notion de nature, il faut la déstructurer. Et là, vous avez un philosophe qui s'appelle Derrida.
C'est un mouvement des années 60, 70, où on cherche à déstructurer, c'est-à-dire au fond à dénaturer, à nier la nature. À l'origine de ce système philosophique, là vous avez donc tout l'arrière-plan de cette misérable feuille. C'est ce qu'il faut lire entre les lignes. Parce qu'évidemment, si vous lisez juste les lignes, vous pouvez vous laisser un petit peu piéger. Vous pouvez dire, bah oui, c'est la charité. Nous vivons dans des sociétés, nous, de surconsommation. Nous sommes nantis, nous sommes repus. Et nous nous disons, bien sûr, il faut peut-être que je partage. Et alors après, on vous dit, mais oui, mais pour partager, il faut partager à égalité. Il faut voir où sont les inégalités, quelles sont les causes des inégalités, quelles sont... Et vous arrivez à la notion du genre. On va exploiter une forme de compassion assez naturelle, et peut-être même une forme de charité, mais pour vous proposer autre chose, en contrebande. Et au fond, nous sommes ici un petit peu comme une forme de douane. Nous essayons de voir qu'est-ce que cette feuille a à déclarer. Elle ne déclare pas tout, apparemment. Il faut fouiller. Mettons-y les gants, le masque aussi, parfois, parce que c'est un petit peu nauséabond, et essayons d'aller un peu plus loin. Dans le texte lui-même, vous avez ceci. Le concept genre ne nie pas la différence sexuelle. Ce qui l'interroge, donc on va dire, il nie pas la réalité physiologique, biologique, anatomique. Ah bon, alors on est rassuré. Mais attention, après vous avez ce qui l'interroge, ce sont les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, et la symétrie fondamentale dans la hiérarchie des deux groupes. Il doit permettre d'analyser les relations entre les hommes et les femmes dans les instances sociales, familiales, communautés, marchés, en tant que redistribution inégale des ressources, des responsabilités et du pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc, dans un premier temps, on vous dit, non, on ne remet pas en cause la nature, mais on introduit une nouvelle façon de voir, qui sera, non pas contre, mais qui sera à côté. C'est ce qu'ils disent. Allez un petit peu plus loin dans le texte. Allez un petit peu plus loin dans le document, et vous vous apercevez que si. C'est bien ça quand même qui est là. Vous avez à la page, là, un petit peu en amont, page 4, vous avez justice entre femmes et hommes pour le droit à l'alimentation. Et là, vous avez l'analyse du genre est un outil qui permet de lire la réalité de manière critique et de la déconstruire. Voir la réalité de façon critique et la déconstruire. Et la personne qui écrit cela dit que c'est un outil comme des lunettes. Donc vous chaussez les lunettes du gender et vous voyez à ce moment-là la réalité, quoi la nature, quoi l'essence humaine, vous la voyez de façon critique et vous la déconstruisez. Ces lunettes critiques obligent non seulement à déconstruire les notions de femme et de féminité, déconstruire les notions de femme et de féminité ici envisagées comme des notions artificielles, mais aussi à redéfinir celles d'homme et de masculinité en tenant compte de la diversité des expériences. Là, évidemment, c'est l'utilisation du gender ad usum. Il y avait l'histoire de France ad usum Delphini de Bossuet, et là vous avez le gender à l'usage des catholiques qui vont faire cette action de carême. Il faudrait se pencher sur des textes un petit peu plus, un peu moins dilués, si vous voulez, un petit peu plus chimiquement purs, ou en tout cas idéologiquement moins frelatés. Et là, on s'apercevrait que c'est quand même beaucoup plus virulent, beaucoup plus violent aussi. Refaisons encore un petit peu de philosophie pour ceux d'entre vous qui survivent et que je n'ai pas réussi complètement à assoupir. J'ai parlé de Nietzsche, de Freud, de Marx, surtout de Freud et de Marx. Je vous ai parlé de Derrida, de la déconstruction. Il faudrait parler effectivement ici du couple Sartre, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, donc, est l'auteur du deuxième sexe. C'est elle qui écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui signifie
qu'il n'y a pas de nature, parce que naissance, c'est naturel. Il n'y a pas de nature féminine, mais il y a une construction dans le devenir, construction idéologique, sociologique, économique, culturelle, morale, que sais-je. On ne naît pas femme, on le devient. Donc il n'y a pas une nature humaine, mais il y a une construction progressive. Ça, c'est très clairement la négation de toute nature. C'est d'ailleurs conforme au système de Sartre. L'existentialisme repose sur cette idée qu'il n'y a pas justement d'essence, c'est-à-dire pas de nature, mais qu'il y a simplement une existence au quotidien, je me fais, je me forge, et je suis libre. Je me construis indépendamment d'une nature que j'aurais à respecter. Là, j'ai été, grâce à Sartre, débarrassé du décalogue, débarrassé de la loi naturelle. Puisque je n'ai pas de nature, il n'y a pas de mode d'emploi de cette nature, il n'y a pas de loi naturelle, je fais ce que je veux. Et je me construis. Chez Simone de Beauvoir, donc, c'est la même chose que Sartre, mais au féminin. Marcel Lecor, dont je vous parlais tout à l'heure, disait exactement le contraire. Donc on est là face à deux systèmes complètement antinomiques. Lui, Marcel Lecor, réaliste, dit il y a une nature, et cette nature, elle est en germe, elle est en puissance. Un homme fait, un homme accompli, et c'est grâce à l'éducation que je vais devenir ce que je suis en puissance. Je vais déployer mes potentialités humaines. Mon intelligence, qui au début est assez confuse, va petit à petit se délier, s'affiner, s'affûter. Je vais pouvoir faire des opérations de l'esprit, je vais pouvoir abstraire, je vais pouvoir juger, je vais pouvoir raisonner. Je deviens ce que je suis au départ, en puissance. De même, on peut le dire, et ça ce sont les travaux du professeur Lejeune qui nous ont beaucoup éclairés, au départ vous avez donc le petit homme, niveau vraiment embryonnaire, et il va devenir ce qu'il est déjà programmé. C'est pour ça que l'avortement, dès le départ, c'est un crime. Il est déjà en puissance et il va s'actuer, se réaliser. Ça, c'est la conception réaliste. C'est la conception traditionnelle. C'est aussi ce qu'on appelle le bon sens. L'existentialisme sartrien sur lequel repose cette théorie, ou plutôt cette théorie exploite, utilise ces systèmes philosophiques, tous plus aberrants les uns que les autres. L'existentialisme, donc, ça va dire non, il n'y a pas de nature. Je veux être libre. Moi, si j'ai une nature, ça va dire qu'il va falloir que je respecte ses lois, il va falloir que je suive un petit peu son mode d'emploi, il va falloir... Je ne peux pas devenir donc autre chose que ce que je suis au départ, mais en puissance. J'ai envie de transgresser, j'ai envie de dépasser, j'ai envie de déborder. Je ne veux pas rester dans ces limites. Là, nous sommes dans une position dont je vous disais qu'elle est aux antipodes du bon sens. Pensez que même les païens qui n'avaient pas la connaissance de la révélation, eux savaient que ça, vouloir être comme des dieux, transgresser, chercher à dépasser sa condition humaine, c'était ce qu'ils appelaient la démesure, l'hubris. Prométhée vole le feu divin, c'est la démesure. Il est puni, il est châtié. C'est un mythe, entendu. Mais eux avaient cette compréhension-là. Nous sommes dans une période, soi-disant, d'abondance, d'intelligence technologique extraordinaire, mais il faut avouer que sur le plan moral, sur le plan intellectuel aussi, sur le plan spirituel, ça va sans dire, nous sommes non pas simplement dans une période pré-chrétienne, mais je dirais même antérieure encore à la période gréco-latine.
la civilisation gréco-latine. On est vraiment dans une forme de barbarie. C'est-à-dire que ce que eux condamnaient comme hubris, ce que nous condamnons comme péché, eux l'assument et considèrent que c'est ça la liberté. Vous avez ça en filigrane dans la notion du genre. Très concrètement, ça peut donner des choses évidemment assez monstrueuses, puisque je vais vous reposer, si je peux, en vous donnant les illustrations. Parce que là, je vous ai montré l'arrière-plan philosophique. Maintenant, ça ne reste pas à ce niveau stratosphérique, vous imaginez bien. Ça atterrit. Et ça atterrit sur le bitume où défilent les Gay Pride, sur un fond de musique techno. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire là? Il s'agit de banaliser, de faire en sorte que ces déviances, au nom justement du fait qu'il n'y doit pas y avoir d'identité sexuelle déterminée, arriver à tout brouiller, à tout accepter, à tout tolérer, et dire voilà, il peut y avoir des familles hétéros, homo, mono. L'idéal même, ça serait ça, la famille monoparentale, en état d'acéité, d'isolement total, d'autosuffisance, d'autarcie. Je ne dois plus rien à personne, je suis là, celui qui donne le plaisir, celui qui reçoit le plaisir. Je ne dépends plus de rien ni de personne. Peut-être vous vous demandez, mais est-ce que ce brave abbé qui vient de Paris ne s'emballe pas légèrement? J'essaye de vous montrer que ce qui nous semble, nous, monstrueux ici, et ça l'est, repose quand même sur une idéologie qui a un certain nombre d'années derrière elle. Je voudrais vous donner un exemple dans la littérature française d'un auteur qui n'a pas brillé excessivement par sa masculinité, je parle d'André Gide, qui, dans Les Faux Monnayeurs, fait l'éloge de la bâtardise, qui n'hésite pas à dire « famille, je vous hais ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'éloge de la bâtardise? C'est-à-dire l'éloge de la naissance hors mariage. Pourquoi? Parce qu'il voit, lui, intellectuel décadent, il voit dans la famille ce qui y est vraiment, c'est-à-dire la transmission d'un patrimoine intellectuel, d'un patrimoine religieux, d'un patrimoine moral, mais aussi d'un patrimoine génétique. Et pour lui, l'idéal, c'est l'enfant qui ne vient de nulle part, parce qu'il n'est pas conditionné. Là, faites ce parallèle entre Jean-Paul et André, je veux dire entre Sartre et Gide, et vous allez voir, ça nous semble au contraire le signe de la plus grande misère. En France, les enfants qui naissent de parents inconnus sont dit enfants qui naissent sous X. Mais un enfant qui naît sous X, qui ne connaît pas sa mère, que sa mère a abandonné à sa naissance, donc qui est pris par l'assistance sociale en France, qui sera peut-être adopté par une famille, mais il n'a de cesse de chercher son identité, de cesse de chercher, même au-delà de ses parents adoptifs, ses vrais parents, parce que justement la filiation parle. Là, nous sommes devant une réalité. C'est pas l'idéologie, ça c'est la réalité, j'allais dire de chair et de sang. Mais pour cet intellectuel Descati, c'est l'idéal. Parce que je m'assume pleinement, je ne dois rien à personne, je fais ce que je veux. En arrière-plan, vous saisissez bien de cette déconstruction, de cette négation de la nature humaine, de ce rejet de la loi naturelle, et ici concrètement de cette différence physiologique, anatomique et aussi psychologique. Derrière, il y a une volonté démesurée, c'est le terme, comme une hubris, n'est-ce pas, la démesure, de liberté. Pouvoir être totalement indépendant.
Et c'est pour ça que je dis que dans leur idéal, au fond, c'est bien la monade de Leibniz qui serait parfaite, c'est-à-dire être en autarcie et ne plus avoir à dépendre. Seulement, ça présente quand même un petit problème, c'est que vous pouvez vous affranchir de la nature. Avec des mots, on peut tout faire. Avec des idées, on peut aussi nier. Vous pouvez vous gargariser, famille, je vous hais. Vous pouvez dire l'éloge de la bêtardise. Mais la réalité, elle vous... Je vais employer une expression un petit peu trop militaire, mais elle vous revient à la figure. À un moment ou l'autre. C'est très facile à voir ça sur le plan physique. Imaginez que vous en ayez assez d'être soumis de par votre nature à la loi de la gravitation, à la pesanteur, et que vous ayez décidé, là, ce soir, d'être des oiseaux. Eh bien, vous vous élèverez au clocher et vous vous envolerez et vous vous écraserez. C'est ce qu'on appelle le retour au réel ou le retour au bitume, comme vous voulez. Là, c'est très simple, si vous voulez, c'est très facile. Quand vous violez une loi naturelle physique, ça vous revient très très vite, aussi vite, n'est-ce pas, que le bitume sur le faciès. Imaginez que vous vous disiez, mais non, c'est pas du tout ça. Moi, je voudrais être un poisson, j'ai vu le grand bleu, je voudrais accéder à la conscience océanique. C'est la fin du film, je vois encore ça. Allez, le Rhône est là qui m'attend. Plongeons. On vous ramassera à la hauteur de la grille, mais vous serez noyé. C'est tout. Parce que nous ne sommes pas équipés, nous ne sommes pas naturellement outillés pour ça. C'est comme ça. Alors on pourrait se dire, oui, mais ça c'est parce que c'est physique. Oui, sur le plan sexuel aussi, c'est quand même physique, je ne vais pas vous faire de dessin. Si je veux nier ma masculinité, il va falloir carrément recourir à la chirurgie. Mais est-ce que j'aurais enlevé pour autant ma nature? Est-ce que j'aurais pour autant... Est-ce qu'avec le scalpel, est-ce qu'avec le bistouri, on arrive aussi à changer là-dedans la nature? C'est pas si sûr. Je peux devenir androgyne, je peux devenir transsexuel, mais dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux plier, n'est-ce pas, la réalité? Jusqu'où est-elle plastique? Jusqu'où est-elle malléable? Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Ce sont les questions qu'il faut quand même se poser très sérieusement. Et ce que je trouve criminel dans cette action de carême, c'est d'essayer d'accoutumer de façon subreptice, sournoise, insidieuse, ces notions qui sont vraiment aux antipodes de la famille, aux antipodes de la famille traditionnelle, aux antipodes de la famille naturelle. Essayons de revenir une toute petite seconde, parce que vous pouvez dire, mais enfin, est-ce que ça va aussi loin? Est-ce que c'est aussi grave? On sait bien, tous ces Français sont un peu excités. C'est Apocalypse Now tous les soirs. Non. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'il y a un arrière-plan et qu'il est utile quand même de bien, pour lire ce type d'action, il est important de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le plan philosophique derrière. Je peux vous donner, je ne l'ai pas cet ouvrage-là, parce qu'il date de certain temps, c'est la revue des Cahiers Saint-Raphaël, donc c'est fait par l'Association catholique des infirmières et médecins du docteur Dickès, et il a intitulé donc ce numéro qui date déjà de mars 2010, Gender, le suicide de l'humanité. Alors on peut dire c'est un titre choc, est-ce que c'est vraiment suicidaire? Oui, ultimement c'est suicidaire. C'est suicidaire sur le plan biologique, parce qu'effectivement la caractéristique de ces couples homo, c'est qu'ils ne sont pas spécialement reproductifs.
ça ne débouche pas, enfin, c'est no future, là il n'y a pas d'avenir, ça, il faut le dire aussi crûment. Mais c'est aussi et surtout un suicide sur le plan moral, sur le plan spirituel. Encore une fois, je peux peut-être plier physiquement, chirurgicalement, bistouriquement, ma nature, mais est-ce que sur le plan intellectuel, sur le plan moral, ça suit? Voici ce que dit le docteur Dickès, qui fait au début une petite recension de ce qui se passe. C'est en 2010. Donc, c'est pour vous montrer que ça n'est pas quelque chose que j'exhibe d'un chapeau, là, comme des digitateurs, pour la circonstance. C'était bien avant l'action de Carême de 2012. Mais l'action de Carême s'inscrit dans cette ligne-là. Nous, en France, nous avons le CCFD. C'est un peu la même chose. Le docteur Dickès montre, pour, si c'était nécessaire, nous débarrasser de certaines candeurs, et il dit, la Banque mondiale a lancé un plan de 4 ans, donc 2010, 11, 12, 13, on est dedans, pour un montant de 20 millions de dollars. Il se nomme le GAP, Gender Action Plan, donc un plan d'action en faveur du gender. Ce ne sont pas des philanthropes, ces gens-là. S'ils investissent, c'est qu'il y a quand même une idée précise derrière. Un programme de développement de l'idéologie du gender a été voté aux Nations Unies en décembre 2009. Il s'agit d'un commentaire général sur les droits internationaux dans les domaines économiques, sociaux et culturels, une sorte de code général de bonne conduite, ou plutôt d'inconduite. Le commentaire vint dénoncer la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Il a été écarté par une très étroite majorité. Vous avez un site, nextliberation.com, qui nous apprend que le State College de Sacramento, en Californie, décerne des maîtrises de gender. S'agissant du gender, moi je ne pensais pas plutôt la maîtrise, je pensais plutôt la licence. La société américaine... Non, c'est le mauvais esprit des Parisiens, pardonnez-moi. Je me soigne. La société américaine Fawcett propose que l'État prenne en charge les inégalités de salaire liées au gender. Et on voit dans les pays du tiers-monde, même chose. Et on voit en Côte d'Ivoire, en Macédoine. Donc ça n'est pas quelque chose d'isolé, de ponctuel, ça n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer là comme peut-être un petit dérapage, une petite bavure. Non, on sent quand même une action concertée au niveau d'organismes internationaux. Et on est très surpris de voir qu'une action de Carême puisse s'inscrire dans ce qui est la négation même de la vraie charité, de la vraie notion de partage. On est là aux antipodes. Et ce que je trouve particulièrement monstrueux, c'est le fait qu'on puisse exploiter un sentiment pour essayer de faire passer une idéologie. Ça, je pense qu'il faut quand même le dénoncer de façon ferme et nette. C'est pourquoi, d'accord avec M. l'abbé Marais, je vous invite à signer cette pétition pour ne pas laisser passer les choses ainsi. Alors, je sais bien qu'il y a eu une réponse. On disait non, mais c'est un problème de traduction, c'est un problème sur les mots. Ça ne se pose pas en allemand, ça se pose en français. C'est effectivement un problème sur les mots. Mais justement, les mots ne sont pas, encore une fois, de ces réalités caoutchouteuses qu'on peut manipuler. Où on a le mot juste, vous connaissez Boileau, qui nous parle justement de ces mots qui viennent aisément, n'est-ce pas? Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots, pour le dire, viennent aisément. Où on a le mot juste, qui correspond à une idée vraie, parce qu'elle est en phase avec la réalité. Où ça n'est pas le cas, alors on vous fait un écran de fumée,
et on se moque de vous. Pour ce qui est de la théorie, je termine un petit peu ce commentaire. Cette distinction, encore une fois, elle est très ancienne. Je pourrais peut-être l'illustrer là encore par un autre exemple littéraire. Donc cette idée, c'est, vous avez une notion d'identité sexuelle objective, mâle, femelle, homme, femme, etc. Et puis vous avez l'orientation qui, elle, est subjective. Et c'est là que peut se nicher, se glisser la liberté et l'autodétermination. Je ne suis pas conditionné par ma nature physique. Je suis non pas ce que je suis, mais je suis ce que je veux être. Je ne suis pas ce que je suis par ma nature, qui m'aurait déterminé, mais c'est ce que je vais vouloir faire de cette nature, quitte à la nier, quitte à la triturer. Je disais, on pourrait prendre un exemple littéraire. J'ai commencé en vous donnant un petit rappel de la philosophie réaliste, qui est notre philosophie, qui est la philosophie du bon sens, qui est la philosophie de même Bergson, qui n'était pas pourtant lui-même réaliste, disait c'est la philosophie naturelle de l'esprit humain. Prenons cet exemple que vous connaissez peut-être dans Chateaubriand, au début de la jeunesse à Combourg, dans ses mémoires d'outre-tombe, une page qui est connue sous le nom justement de la sylphide de Chateaubriand, le fantôme d'amour. C'est-à-dire que c'est un adolescent qui crée une femme idéale de toutes pièces. C'est pas tellement une fille qu'une espèce d'assemblage Lego, mécano, en kit si vous voulez. C'est très commode parce qu'évidemment, s'il la veut rouge, on change les pièces et on met... Ça n'était pas comme ça toujours dans la réalité, je pense. Si les yeux ne lui conviennent pas, il change. Si la bouche ne va pas, il change. Il est donc, n'est-ce pas, totalement maître de cette chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas en face de lui un être humain. Il y a une chose. C'est-à-dire une projection de sa subjectivité. Il est enfermé dans cette subjectivité. Il fantasme. Là, vous êtes coupé complètement du rapport au réel. Le véritable amour, c'est aimer quelqu'un qui existe, qui a une densité, qui a une épaisseur, qui a une personnalité, ce qui apporte des contraintes. Mais là, vous avez un être complètement caoutchouteux, plastique. Et il en fait ce qu'il veut. Et il dit à un moment, et c'est ça le problème, il dit, j'étais à la fois celui qui aime et celui qui est aimé. Il se projetait là-dedans. Là, vous êtes dans l'autarcie totale, la fermeture du sujet complètement. En psychologie, ça s'appelle le solipsisme, solus ipse. Il est enfermé seul avec lui-même. C'est la négation de toute altérité. C'est la négation de l'autre. C'est la négation de l'autre en tant que femme. C'est ce qu'on appelle le narcissisme. C'est ce qu'on appelle le nombrilisme. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Et c'est suicidaire. S'il n'y a pas justement de reconnaissance de l'autre, il ne peut pas y avoir autre chose qu'une forme d'autarcie stérile. Je reviens à mon Descartes du début, encore une fois, pour qu'il y ait une vraie vie, et intellectuelle et physique, il faut qu'il y ait en face un élément autre qui vient justement enrichir notre personnalité. C'est cela que dans cette démesure, la théorie du genre est en train d'essayer d'effacer, de brouiller. Alors ça n'est pas dit avec autant de netteté ou de clarté que ces philosophes qui nous ont appris un petit peu là à décrypter. On s'est dit, après tout, ils sont en train d'essayer de nous faire passer une marchandise en contrebande. On va les obliger, là, à la douane, on va les obliger à nous dire ce qu'ils ont, ce qu'ils contiennent. Évidemment, on les a un petit peu passés au rayon X. C'est plus pernicieux, sans aucun doute. Mais ultimement, c'est exactement cela. Alors vous avez quelques armes qui peuvent vous aider. Ou vous lisez des ouvrages
qui exprime la notion de gender. Là, j'ai par exemple un ouvrage sur féminin-masculin, c'est du marxisme à peu près chimiquement pur, Michel Ferrand, avec justification de l'homosexualité totale à la fin, et de toutes les possibilités, de toutes les combinaisons, sur tous les montages et toutes les tubulures que vous pouvez imaginer, c'est dégoûtant. Donc ça, c'est peut-être pas à recommander. Vous avez en antidote l'ouvrage la revue là de comment s'appelle du docteur Dickès, les Cahiers Saint-Raphaël, extrêmement bien vu parce que c'est un collectif. Vous avez plusieurs textes. Il faudra demander à M. Lébé-Marie de vous le faire venir. Je pense que le docteur en a. Et là. Il y a à la fois le point de vue philosophique, le point de vue spirituel, le point de vue biologique, il y a beaucoup de choses très intéressantes, même, je vous disais, un panorama un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant. Et il y a en particulier un article qui m'intéresse, parce qu'il vient un petit peu contrecarrer un ouvrage dont vous avez dû peut-être entendre parler, c'est le gender, la controverse, présentation de Tony Anatrella. C'est sous l'égide du Conseil pontifical pour la famille, c'est aux éditions Teki. C'est un ouvrage collectif aussi. Vous avez des choses intéressantes dans les communications des uns et des autres. Mais personnellement, j'émets des réserves sur la grille de lecture que Tony Anatrella applique. Pour lui, vous le savez, donc Tony Anatrella est prêtre, mais aussi il est psychanalyste. Et à ce titre, il applique la grille de lecture freudienne pour combattre la théorie du gender. Et je pense que là, c'est un outil pas suffisamment performant, je dirais même assez émoussé, pas très affûté, et peut-être même pas futé du tout. Parce que je ne m'amuse pas, c'est très sérieux. Le freudisme, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Le Freud, ça fait partie des maîtres du soupçon. Pour Freud, la religion, c'est une illusion. Son bouquin, L'avenir d'une illusion, c'est nous. L'illusion, c'est ceux qui ont une religion. Moïse et le monothéisme, c'est délirant. Donc, c'est pas la peine de faire de Freud un chrétien qui s'ignore. C'est pas la peine de le baptiser en disant mais si au fond il est pour. C'est pour ça que je pense que c'est très difficile quand on est catholique d'utiliser Freud qui s'est toujours revendiqué comme athée et en disant mais non au fond c'est un crypto-chrétien ou non c'est pas vrai. Et alors je me posais la question, mais pourquoi est-ce que Tony Anatrella utilise Freud? Bon, c'est entendu, il est psychanalyste, donc il faut bien qu'il justifie sa carte professionnelle, mais aussi, je me demandais qu'est-ce qu'il peut trouver dans le système freudien qui va contrecarrer la théorie du gender. Et là, je vous recommande l'article d'un psychiatre français, le docteur Delabriole, Philippe Delabriole, qui est psychiatre à Orléans, montre que effectivement on peut partiellement trouver chez Freud une critique, mais partielle, c'est-à-dire insuffisante et qui ne va pas en profondeur et qui ne va pas. Alors je vous le lis, mais donc je pense que si vous voulez combattre, et je vous y invite, la théorie du gender, utilisez des armes peut-être un petit peu plus justement performantes, en tout cas des arguments un peu plus pertinents, parce qu'à un moment le premier freudien venu pourra vous opposer tous les textes de Freud qui vous renverront dans vos buts en vous disant mais non, c'est pas la peine de dire ça. Par exemple, déjà cette notion chez Freud de pervers polymorphe, l'enfant pour lui est un pervers polymorphe, c'est-à-dire ouvert à toute forme comme ça de perversité, c'est une conception étrange évidemment de l'enfance. Eh bien, ça peut se lire un petit peu dans la notion de gender, c'est-à-dire avant même d'être bien différencié, on est ouvert à quantité de possibilités, c'est ça. Bon, à mon avis, on risque très très fort de se retrouver avec des critiques venant du côté freudien, disant mais vous utilisez là quelqu'un qui est de chez nous.
et ça ne fonctionnera pas dans votre argumentaire. Voici ce que nous dit le docteur de la Briole. Il explique cette utilisation de Freud par Anatrella de la façon suivante. Freud, donc, s'est beaucoup référé à ses aînés dans la psychiatrie, psychologie, affinant une classification qui, sur ce terrain, s'est avérée logique, la perversion de but et la perversion d'objet. À ce titre-là, donc, Freud, sur ce point précis, fait ombrage à l'autonomie totale, débridée, échevelée, revendiquée par les modernes. Sous cet aspect, si vous voulez, Freud ne va pas assez loin. Donc, il fait figure, relativement, de conservateur. Mais enfin, c'est un conservateur très, très, très partiel et qui prête la main à toutes les ouvertures libertaires qui ont suivi. La preuve que le docteur de la Briole a raison, c'est que vous avez un auteur, alors lui est vraiment pas suspect de moindre sympathie pour le catholicisme, puisque c'est un athée méthodique, Michel Onfray, professeur en France, en Normandie. Et Michel Onfray a écrit un ouvrage justement sur Freud. Il s'en prend à Freud, il critique Freud. Pas parce que lui, Onfray, est athée et que Freud serait religieux, mais parce que Freud ne va pas assez loin. Parce que Freud, c'est encore un petit bourgeois. C'est encore quelqu'un qui a une certaine morale. Et Onfray, qui lui est anarchiste, veut aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Donc, je crois que là, la Briole a raison. Il dit, c'est vrai que... Mais c'est fâcheux, si vous voulez, que Anatrella se sert de ce conservatisme provisoire qu'on peut lire chez Freud pour essayer de critiquer une théorie comme celle du gender. Et il dit alors à la fin de l'article, et je vous y renvoie, il dit... Anatrella n'a pas tort de dénoncer le danger pour la société des orientations infécondes. Évidemment, les orientations sexuelles, plutôt homosexuelles, sont infécondes. Leur infécondité systématique, évidemment recherchée comme telle, parce qu'elle est la garantie d'une autarcie, on n'a pas à s'occuper de qui que ce soit, plus de filiation. C'est le signe naturel de leur désordre. Mais le freudisme lui fait dénoncer, son freudisme, le freudisme d'Anatrella lui fait dénoncer un blocage sur des pulsions partielles. Ah oui, on revoit toute la camelote idéologique de Freud qui ressort, les pulsions dans le sac, qui ne pulsent pas assez, comme Orangina. C'est-à-dire des fictions psychodynamiques, alors que l'enjeu collectif est dans l'adoption, dit à juste titre le docteur Labrielle. Non, l'enjeu collectif est dans l'adoption de la sagesse telle que Dieu nous l'a donnée, telle qu'il nous demande de la suivre. Et je terminerai alors vraiment, parce que de toute façon, j'ai un train à 5 heures, vous êtes sûr de ne pas avoir plus que ça. Vous pincerez vos voisins avant de partir pour qu'ils puissent se réveiller. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Évidemment, quand on est face à tout ça, on se dit, mais mon Dieu, c'est vrai, il y a un plan, c'est organisé. On voit que ça n'est pas un petit dérapage, on voit que c'est pas une bavure, on voit que c'est pas ponctuel, on voit que c'est véritablement organisé. Puis, ce qu'il y a d'inquiétant, c'est de voir que ça s'étend, que ça gagne, que même donc des actions caritatives sont subverties par cela, qu'on cherche à introduire. On voit derrière, donc il y a vraiment cette négation de la nature humaine, cette négation, et vous imaginez bien, négation de la nature humaine signifie négation de la loi naturelle, et donc de l'auteur de la loi naturelle. Hommes et femmes, il les créa. C'est ça qu'il faut effacer. C'est la Genèse qu'il faut effacer. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Lui, il s'en moque, l'abbé Laurence, il repart sur Paris, c'est le crime parfait, il nous laisse là, dans un état de dépression profonde. Ça ne se voit pas trop chez vous. Et puis, là, il retourne sur Paris et il nous laisse là, tétanisés sur nos bancs. Non, ne pensez pas que ce soit
comme ça que j'envisage les choses. Je vous dirais, il y a certainement... Bon, d'abord, c'est vrai que vous pouvez tout à fait, et je vous y invite, je l'ai fait moi-même ce matin, encourager à cette pétition, signer, montrer que vous n'êtes pas d'accord. Ne soyez pas des chiens muets. Ne vous dites pas, tout le monde pense comme ça. Alors, mais c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est recherché. C'est effectivement arriver à cadenasser, à verrouiller, à garrotter, à museler les gens en leur disant non, mais vous êtes des exceptions. La norme, c'est l'exception. Ce qui est anormal, c'est la règle. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire passer dans les médias. Comment vous n'êtes pas pour les mariages homo, pour les unions monoparentales qui se divisent, qui se recréent, qui se décomposent, que sais-je, bon. Taisez-vous, silence. Eh bien non. Je pense que la première chose à faire, c'est ayez cette audace, ce courage, et dites non, nous ne sommes pas d'accord. Non pas parce que c'est votre idée, non c'est pas parce que c'est votre conception, mais parce que c'est la nature telle qu'elle a été voulue et créée par Dieu. Ça n'est pas un rapport de type conflictuel, c'est pas un rapport, si vous voulez, de type dialectique. J'allais dire les cathos contre les jouisseurs. C'est la nature contre l'antinature. C'est le pathologique contre la santé. Alors je sais bien que l'idéal dans cette subversion sémantique, c'est d'arriver à brouiller tellement les choses qu'on me dit mais qu'est-ce qui est normal? Vous avez une chanson d'ailleurs qui vous dit tous les goûts sont dans la nature et les dégoûts aussi. Mais il ne faut pas s'y habituer. L'idée de ces campagnes, c'est justement d'arriver à éroder les convictions par une petite usure comme ça, insensible, de telle sorte que tous les angles deviennent ronds et qu'il n'y ait plus jamais qui que ce soit qui puisse affirmer avec force oui, oui, non, non, ça n'est pas, c'est normal, c'est anormal. Donc je pense qu'il y a vraiment là, comment dirais-je, une première disposition à avoir qui est d'ordre psychologique et moral. Vous devez sortir d'ici beaucoup plus pugnace que vous n'y êtes entré. Ne sortez pas d'ici en mettant les patins ou les chaussons de feutre, en disant pourvu que je ne fasse pas de bruit. Si, au contraire, faites du bruit. Dites qu'effectivement, ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que vous devez vous transformer là comme des évangélistes sur un cajot et brandir dans un mégaphone. Non. Mais ça veut dire que sans respect humain, autour de vous, en famille, au travail, vous pouvez dire non, ça n'est pas ainsi. Et d'ailleurs, si je pousse le raisonnement du gender à l'absurde, je suis effectivement, comme le dit le docteur Dickès, dans une forme de suicide. C'est bien gentil de déstructurer, mais quand on a fini de déstructurer, il n'y a plus rien. Ça, c'est la première chose. Je crois vraiment que vous devez avoir cette idée. Si justement vous n'êtes pas des fruits de la génération spontanée, qui n'existe pas, si vous êtes effectivement des héritiers, si vous avez cette filiation spirituelle, intellectuelle, morale, vous devez transmettre. Et actuellement, plus que jamais, on a besoin de cette transmission. Vous avez besoin, effectivement, de dire, parce que autour de vous, on a encore plus besoin d'entendre cela. N'hésitons pas à dire qu'encore une fois, cette subversion sémantique est une forme un petit peu de terrorisme. Vous connaissez le journaliste parisien, là, Jean Sévilla, qui a écrit plusieurs ouvrages sur cela, le politiquement, l'historiquement correct. Au nom de ça, on peut commettre toutes les infamies. Il s'agit de se taire et de vous obliger à vous taire. Donc ça, vous ne devez pas le faire, encore une fois, pas de façon aberrante. On ne vous demande pas de parcourir les rues de Sillon avec un appareil sur votre toit de voiture. Mais au moins,
là où votre devoir d'État vous appelle, dans votre famille, dans votre entourage et au travail, vous devez pouvoir témoigner de ce qui est, tout simplement, sans complexe, je dirais sans arrogance, sans outrecuidance, mais aussi sans complexe, en toute simplicité, comme disait saint François de Sales, tout bonnement. Je pense aussi que vous ne vous rendez pas compte, pas assez, et il faut prendre conscience que vous êtes aussi un témoignage simplement par la famille que vous avez faite, constituée, formée. Monseigneur Felet, votre compatriote, dit volontiers que ce qui rend la tradition intéressante, c'est qu'elle est vivable. Mais ce qui montre qu'elle est vivable, c'est vous. Je sais qu'on parle beaucoup de tradition vivante. Le plus intéressant, c'est la tradition vécue, au quotidien, en famille, au travail, dans la charité, avec des convictions nettes, claires et précises. Vous êtes une prédication, muette mais efficace, un exemple. N'ayez pas peur. Alors ne vous laissez pas non plus phagocyter par les slogans à la mode. Évidemment, quand vous lisez certaines choses, vous pouvez vous dire « faut peut-être que j'adopte un profil bas ». Ne soyez pas des catholiques incolores, inodores, sans saveur. Je crois avoir lu quelque part qu'il ne fallait pas que le sel s'affadisse. Et ailleurs, il valait mieux pas mettre la lampe sous le boisseau. Et que le levain devait soulever la pâte. Alors soulevez la pâte. La pâte, par définition, elle est molle, elle est flasque, elle est avachie. C'est pas une conception très très élevée de la nature humaine, mais elle est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Si vous ne comprenez pas, demandez à un boulanger, vous expliquera ça. La pâte, par définition, elle est flasque, elle est molle, elle est avachie. Et le levain la transporte, la soulève. Donc il faut se dire que cet exemple-là, le levain dans la pâte, c'est vous. Le sel de la terre, c'est vous. Depuis que l'Église est l'Église, depuis qu'il y a des chrétiens, c'est-à-dire depuis 2000 ans. Je terminerai en faisant, une fois n'est pas coutume, un petit parallèle entre la France et la Suisse. C'est un peu risqué, mais ça va vous réveiller, c'est ça qui est pas mal. Je sais ce que vous pensez des Français, les petits Français, qui, que quoi. Mais il se trouve que nous avons deux auteurs qui ont dit la même chose. Donc ça va nous permettre d'établir une fraternité par-delà la frontière. Et les blocages psychologiques. Alors nous avons un auteur qui n'est pas certainement de la classe, de l'envergure morale de celui qui est de chez vous et qui s'appelle Gonzague Reynaud, puisque le nôtre, c'est un poète et c'est Baudelaire. Donc vous voyez, nous partons, je le reconnais, avec un handicap dès le départ. Mes filles se rejoignent à la corde. Baudelaire disait une chose qui, je répète souvent, et je pense qu'il faut que vous l'ayez présente à l'esprit, mais sachez qu'il y a ce que je vais vous dire en français, vous pouvez l'entendre en suisse. Baudelaire disait, et c'est ça qui est au cœur de ce que nous venons de voir, je vais là, pour ceux qui n'ont pas entendu la conférence, ceux qui se réveillent à peine, c'est le bon moment, vous avez de la chance, là, tout va être résumé en exactement 5 minutes. Donc vous avez gagné votre après-midi. Baudelaire disait, la civilisation, et c'est bien de la civilisation qui est en jeu ici, là. Le gender, c'est ce qui met en cause la civilisation chrétienne. La civilisation, disait Baudelaire, ça n'est pas le progrès technique, c'est pas la technologie. À son époque, c'était la vapeur, l'électricité, nous on dirait, c'est pas le TGV, c'est pas l'iPad, etc. Non, c'est vrai.
C'est pas non plus les nouvelles superstitions. À son époque, c'était les tables tournantes, on s'adonnait au spiritisme. Victor Hugo faisait tourner les tables à Guernesey et les têtes dans les salons parisiens. Et ça n'est pas ça. Non, dit-il, et retenez ça, la civilisation, c'est la diminution des effets du péché originel. Et les effets du péché originel, on les connaît, ils sont dans Saint Jean, premier épître. C'est la triple concupiscence. C'est la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est l'hubris, c'est la démesure. C'est vouloir être comme des dieux. C'est ne plus vouloir assumer la nature humaine. C'est vouloir la transgresser. C'est vouloir faire que les hommes soient jamais limités par leur statut de créature parce qu'ils ont tué le Créateur. Dieu est mort, disait l'autre maître du soupçon, Nietzsche. C'est ça qui est en jeu. Bon, ça, c'est Baudelaire. Peut-être que ça ne vous parle pas. Peut-être que vous vous dites, un petit peu excité, là. C'est bien un Parisien. Eh bien, Gonzague de Reynold disait exactement la même chose. Et vous qui êtes des héritiers, vous aurez à transmettre ça. Il disait, christianiser, c'est civiliser. Civiliser, c'est christianiser. La civilisation, c'est faire les familles que vous composez. La civilisation, c'est effectivement par l'éducation, non pas encourager la triple concupiscence, non pas surexciter la concupiscence de la chair, non pas exacerber la concupiscence des yeux, c'est-à-dire l'amour de l'argent et la curiosité. Ça n'est pas non plus rendre folle cet orgueil, c'est au contraire combattre. Ce que vous faites, et pour ça vous ne passerez pas dans le Nouvelliste demain matin, ni sur la chaîne de télévision, mais ce que vous faites œuvre de civilisation, parce que vous christianisez des petits hommes. Et si nous ne le faisons pas, et si nous laissons les autres défaire et déconstruire cela, qu'est-ce qui se passera ? N'imaginons pas, encore une fois, que ce sera un état d'apesanteur où il n'y aura ni bien ni mal, non. Vous savez, la vie n'est pas neutre. Ce matin, je crois avoir entendu qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse, gaspille. Si nous ne christianisons pas, si nous ne civilisons pas, nous allons barbariser. Paganiser, c'est-à-dire barbariser. Parce que, si vous voulez, je peux vous faire l'anti-Gonzague-Reynold, et l'anti-Gonzague-Reynold, ça veut dire paganiser, c'est barbariser. C'est barbariser, c'est paganiser. Donc, c'est une chose importante. Et au fond, vous ne pouvez pas dire « je suis venu simplement m'instruire de ces petites curiosités que l'ONU a à Genève ou à New York ». Non, nous sommes tous concernés, tous impliqués. Vous pouvez me dire, comme me disaient quelques auditeurs hier à Genève, mais on est très peu nombreux. Mais en général, pour soulever la pâte, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop. Il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de levain. Et au début, il y a 2000 ans, ça a commencé avec 12 personnes. Et vous êtes plus que 12. Et là-dedans, il y avait un traître, et ça, j'espère qu'il n'y en a pas ici. Pas de Judas. Judas, ça voudrait dire effectivement ou le chien muet, ou celui qui se dit oui, bon, c'est des idées, c'est des mots, qui ne voit pas l'enjeu, qui ne voit pas que c'est le salut des âmes qui est en jeu, qui ne voit pas que c'est le salut d'une civilisation qui est en jeu, et qui se dit ça, c'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Allez, je finis par une dernière histoire, et après il faut que j'aille prendre mon train. C'est une histoire qu'aimait à raconter le père Bariel, que vous avez connu certains d'entre vous ici, il est enterré à côté. Le père Bariel, j'étais séminariste, c'était notre directeur spirituel,
Et il aimait raconter cette histoire qui était arrivée donc au père Vallée, qui était le fondateur des Pères de Chabeuil. C'est une prédication sur les fins dernières. Le prédicateur parle des fins dernières, parle de l'enfer, montre la peine du temps, la peine des sens, montre que c'est grave d'être privé entièrement de Dieu toute sa vie, de souffrir par où on a péché et tout. Et les auditeurs sont émus. Ils disent, là, je crois qu'il faut aller se confesser à la sortie, il y a quelque chose à faire. Donc, et au milieu de l'assistance, je ne vise personne, et il y a quelqu'un d'extrêmement serein, on dirait aujourd'hui zen, mais le père Barriel ne disait pas ça, extrêmement détendu. Moralement, il a comme les pouces derrière les bretelles. Voyez-vous, il est un petit peu en arrière, comme ça. S'il pouvait, il prendrait le frais. Ses voisins sont quand même un petit peu étonnés. Du coup, vous avez entendu la prédication. L'enfer, c'est terrible. Et l'autre? Non, moi, je ne suis pas de la paroisse. On est tous de la paroisse. Voilà. Merci de votre attention. On n'applaudit pas parce qu'on est dans une chapelle, même si le Saint-Sacrement a été enlevé. S'il y avait une ou deux questions, l'abbé Pierre-Marie va m'emmener dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Il est par où, l'abbé? Ah voilà, c'est ça. Ça, évidemment, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et oui, c'est ça, on se donne une petite... Oui, à peine une demi-heure, parce que le train est à 5 heures et quelques. Je ne sais pas, ou s'il n'y a pas de questions, je vous écoute à sortie. Oui, madame. Quand il était chef de la Banque mondiale, a dit qu'il faut couper la vie au début et à la fin. Alors maintenant, avec cette théorie-là, on veut couper la vie au milieu. Au milieu, oui, c'est ça. On a cette impression. Vous savez, effectivement, il y avait la contraception, l'euthanasie, et on a l'impression que là, c'est même au niveau, c'est ça, au milieu de la vie. C'est vrai, ça s'aggrave, comme vous dites. Ouais, c'est juste. Oui, je vous en prie. Et après vous. Je n'ai pas entendu le dernier mot, excusez-moi. C'est ça, arriver à libérer, c'est ne plus être conditionné par la différence sexuelle, c'est-à-dire être une espèce d'être polymorphe, protéiforme, ouvert à tous les possibles, et ne pas être conditionné par la masculinité ou la féminité. On part au départ en vous disant, parce que ça entretient une inégalité, mais l'idéal après, c'est de pouvoir se dire, voilà, on est ouvert à tout, et il ne faudra pas discriminer. Il ne faudra pas dire que parce que cet homme se sent femme, il est condamnable ou quoi que ce soit, voyez-vous ? Il faut... Là, on arrive à nier la... Je comprends votre perplexité parce que ça consiste à nier une évidence. Et vous n'êtes pas outillé, heureusement, pour nier les évidences. C'est un signe de santé. Mais c'est exactement ça. Non, mais ça a quelque chose de fou, effectivement. Non, je pense, j'en parlais au repas tout à l'heure, ou bien on ne veut pas voir les conséquences. Vous savez, la particularité de ces libertaires, c'est que c'est quand même après moi le déluge. C'est-à-dire qu'on jouit sans entrave tout de suite, puis après, ça n'a pas d'importance. Ça, il y a ça, si vous voulez, cette conception, tout à l'heure je parlais de filiation, de patrimoine, d'héritage, etc., c'est pas vraiment leur problème. Il y a de ça aussi, un peu. Mais je pense aussi qu'il y a, chez certains, l'idée que ça peut être réservé à certaines personnes qui vivront dans cet état d'indistinction,
affranchi donc de tous des conditionnements et naturels et culturels, parce qu'au fond c'est pas simplement que culturel mais c'est aussi naturel, il faut s'affranchir de tout ça, et puis il y aura quand même quelques esclaves qui feront avancer la planète. Je pense qu'il y a un peu de ça. Peut-être. Il y avait une question pour vous, oui. Oui. Ah voilà. Ben, c'est dommage qu'on ne l'ait pas cru trop à la fin. C'est vrai, je pense, vous savez que lui-même d'ailleurs, il a une mort terrible parce qu'il a un cancer de la mâchoire, pour avoir un peu trop fumé, et il pratique l'euthanasie. On lui injecte une dose létale pour mourir. Et donc il s'est fait suicider, si vous voulez. Mais c'est très possible qu'il ait envisagé. Il y a par exemple cette phrase extraordinaire qu'on lui prête lorsqu'il se rend en bateau sur les États-Unis et qu'il voit les Américains qui sont en train de l'applaudir parce qu'ils attendent le grand homme. Il dit s'ils savaient la peste que nous leur apportons. Il y a une lucidité quand même. Oui. Je me sauve, et puis je vous dis, comme je viens tous les 20 ans, on se retrouvera dans 20 ans.